Bonjour, bienvenue sur Ils font l'actu, ravi de vous retrouver. Comme chaque fois sur ce plateau, on va parler de choses qui vous intéressent et qui impactent vos vies, vraiment, tout le temps. Vous savez, il y a quelques temps, du temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on misait pour embaucher quelqu'un sur son expérience. C'était le Graal, avoir quelqu'un d'expérience. Et puis ensuite est venu le temps des diplômes, où c'était très important d'avoir des diplômes, d'ailleurs au détriment peut-être de l'expérience. Et puis maintenant, ça y est, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. On parle maintenant d'IA. C'est très important d'embaucher des gens qui soient connectés à l'IA. Aujourd'hui, celui qui fait l'actu avec nous, c'est Tanguy Lepage. Bonjour Tanguy. Bonjour Olivier, ça merci va de me recevoir. Ça va très bien. Avec plaisir. Bienvenue à la maison. Tu es le patron de FranceIA. FranceIA, c'est une société de formation qui forme les salariés, les dirigeants à l'IA en général. On va y revenir. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles de ce parcours d'homme qui te conduit jusqu'à notre fauteuil aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ça a commencé assez tôt avec une passion pour la productivité. Okay. Donc, tous les livres autour de nous qui nous entourent, forcément, je les ai lus et je suis passionné par ça et par la technologie de l'autre côté. Okay. Et donc, ça m'a naturellement amené vers des sujets d'automatisation que j'ai expérimenté notamment dans un milieu très start-up à Station F pendant quelques années et pour finir mes études à Berkeley dans la Silicon Valley où là, on est entouré d'équipes absolument incroyables qui ont des boîtes valorisées une absolue fortune alors que c'est des toutes petites équipes. Et j'ai vraiment vu à quel point ils utilisaient des outils qu'on pourrait considérer comme de la magie noire, impressionnants, extrêmement utiles. Et je trouvais ça dommage que ça reste dans les mains des entrepreneurs ou des chercheurs. Et donc j'ai voulu ramener ça à la PME, le TI, le grand groupe français qui fait le gros du PIB plutôt que la start-up. Parce que c'est un écosystème qui reste petit, les start-up. Et c'est pour ça que petit à petit, je suis devenu freelance en automatisation, puis que j'ai monté cette structure pour aider à l'IA. Il y a combien de temps ? Ça fait 4 ans que je suis freelance sur ces sujets-là. L'IA, ça fait depuis 2 ans que je m'y intéresse beaucoup, depuis 1 an et demi formateur et depuis quelques mois autour de ma propre structure. Alors, je le disais en intro, aujourd'hui, l'embauche est importante et on embauche plutôt des gens formés à l'IA. Il y a une étude, je vais vous la donner, c'est une étude LinkedIn, 76% des dirigeants d'aujourd'hui privilégient des gens formés à l'IA à l'embauche. C'est-à-dire c'est une vraie barrière à l'entrée selon toi aujourd'hui ? C'est assez impressionnant, mais avec toute l'incertitude autour de la technologie, avec la vitesse à laquelle ça progresse, on se dit qu'on est peut-être mieux à parier sur quelqu'un qui sait maîtriser des outils qui lui permettent derrière de gagner en compétences sur plein de sujets, de maîtriser plein de secteurs et de métiers différents, plutôt que de quelqu'un qui est un peu figé dans des compétences, qui risque d'être non pas balayé, mais qui risque de changer fortement dans les prochains mois. Pourquoi tout le monde parle d'IA aujourd'hui, selon toi ? Je pense déjà parce que c'est impressionnant. C'est-à-dire la rapidité, la fulgurance du truc. C'est fulgurant, effectivement. Et je pense que c'est un effet très waouh pour ceux qui savent bien l'utiliser. Parce qu'on a vraiment un outil déjà qui est accessible à tout le monde, ce qui change par rapport aux outils que moi j'utilisais d'automatisation avant où il faut être presque développeur. Et on a des outils qui sont extrêmement polyvalents. Je connais des boulangeries qui se sont formées à l'IA pour gérer leur stock et faire de meilleures prévisions. Et qui sont surtout extrêmement puissants. On a des gains de productivité, je pense, qui sont inédits et qui n'ont jamais été vus. On y revient sur la production. Selon toi, on a encore, comme toutes les nouveautés d'ailleurs, on a encore des gens qui sont un peu réfractaires, donc des patrons des entreprises. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les sociétés peuvent être un peu réfractaires à ça? Alors, comme vous le dites, déjà réfractaire parce que ça peut faire peur. Effectivement, on entend des nouvelles qui sont absolument parfois un peu calamiteuses. Et donc, tu veux dire anxiogènes? Anxiogènes. Mais surtout, je pense que c'est trop d'informations. Ça progresse tellement vite qu'on ne sait pas par où commencer. C'est clair. On se pose plein de questions. Moi, je vois des boîtes qui se disent ok, mais quel outil je prends? C'est clair. Par rapport à la RGPD, je fais quoi? Par quelle équipe je commence? Comment je vais être perçu si je dis que je fais de l'IA? C'est ça. C'est clair. Ou à l'inverse, comment je fais? Parce que mes employés ils se disent un peu sous la table, est-ce qu'il n'y a pas des risques par rapport à ça? Et du coup, entre quel outil, quelle équipe, quel cas d'usage, comment, on ne sait pas par où commencer. Donc ça fait un peu peur. Mais c'est plus la prio. On est tous donc en fait, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Tu parlais de quel outil? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est vraiment une question de dîner entre potes. Et toi, tu utilises quoi? Pourquoi faire et tout ça? Toi, personnellement, j'entends, en tant que sachant, quel outil tu utilises d'IA et est-ce que c'est la même chose que tu dispenses dans tes formations? Parce qu'il y a un vrai fil là-dessus. Alors, explique-nous. Alors, moi, dans les outils, on va dire généralistes, de LLM, comme on dit, les Large Language Models, que tout le monde connaît, avec une interface, il y a un chat et on a des réponses textuelles. J'utilise 3 outils en particulier. ChatGPT, parce que ça reste aujourd'hui
le plus puissant à la marge et avec le plus de fonctionnalités. D'accord. Et comme c'est celui que tout le monde utilise, je préfère être sur celui sur lequel je forme. Juste pour, parce que je me fais l'écho de ça, pendant que tu me parles, je suis en train de réfléchir. Un gars comme moi, qui fait de l'intelligence artificielle du dimanche, à ton avis, j'utilise combien de pourcents de la capacité de ChatGPT? C'est-à-dire, je m'en sers à. Est-ce que je suis en disant quel temps il va faire? Est-ce que tu peux me faire un texte sur Louis de Funès? Ça, c'est le b.a.-ba, mais tu dirais que le français moyen, il utilise combien de pourcents de la possibilité de ChatGPT? Très peu, 10% on va dire. Oh la vache. Parce que ChatGPT, déjà pour beaucoup de gens, l'IA égale ChatGPT. Oui, c'est vrai. Et ChatGPT égale ce qu'il était en 2022. Alors que depuis, il y a eu tellement de mises à jour, surtout en décembre, avec, je citais Canvas, Projects, les modèles de réflexion O1, O3, la création de GPT, tout ça, c'est des choses qui existent dans ChatGPT. Donc on ne va même pas chercher à créer des outils sur mesure, à aller chercher des outils tiers, etc. Et les gens n'utilisent pas ça. Donc je vais dire que 10% des boîtes utilisent bien la base de ChatGPT et 1% sont au niveau supérieur d'automatisation, d'aller chercher des outils spécialisés. Donc vraiment au tout début. Donc il y a tellement de travail à faire sur l'adoption de ces outils que j'ai préféré me concentrer là-dessus plutôt que sur la création d'un énième outil qui n'est pas adopté. Tu parlais donc ChatGPT, d'autres outils? Oui, donc ChatGPT, Claude qui vient de sortir 3.7, Sonnet qui est excellent pour le développement, le code, qui est extrêmement polyvalent, et bien sûr Mistral, la pépite française. Le chat. Parce qu'il est RGPD et qu'ils ont sorti un modèle très récent qui est vachement plus efficient énergétiquement. A priori, c'est le truc le plus green qui existe. Il est plutôt green par rapport aux autres, toujours d'en mettre relativement. Mais surtout, il est français, il respecte la RGPD. Alors qu'avant, on avait le choix un petit peu entre ChatGPT très puissant, mais pas RGPD, et Copilot, qui est très décevant, malheureusement, sur la technologie. Et aujourd'hui, on a le chat, donc ça c'est super, et je recommande vraiment d'utiliser ça. D'accord, un truc franco-français en plus. Un truc franco-français. C'est vachement bien, une belle licorne. Lorsque les gens sont passés chez toi, donc on le disait, France IA, c'est une société de formation pour les PME. Pour PME, ETI, grand groupe, on va jusqu'à Accor en termes de. Ah ouais, quand même joli. Est-ce que tu mesures, est-ce que tu as des trucs pour mesurer, une fois que les gens sont passés chez toi et après, le gain de productivité? Ça dit quoi alors? Donc là, on a deux types d'analyses. On a le déclaratif. Avant la formation, je gagnais tant de temps grâce à l'IA. Après, je gagne tant de temps. Donc ça, on fait à chaud et 2 mois après. D'accord. Et là, c'est du déclaratif entre 20 et 30%. Mais du coup, on va se dire, c'est du déclaratif, il faut prendre une grosse pincée de sel. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très surpris. Et ensuite, on a le très concret mesuré sur des tâches très précises qu'on a identifiées en amont lors d'un diagnostic de ce que peut faire l'IA. Une sorte d'audit. Une sorte d'audit, c'est ça. Tiens, on pourra mettre un peu d'IA ici. Et là, la solution, ça serait ce prompt-là, ou cette création de GPT, ou cette automatisation en code pur. Et là, on va vraiment voir tâche par tâche. OK, on est passé de quelque chose qui nous prend 4 heures par semaine, ou alors un reporting mensuel qui va nous prendre 12 heures. Et on est descendu à 2 heures, 1 heure, 1 heure. De temps où là, pour le coup, l'intelligence reprend le dessus. C'est ça. Tous les trucs chronophages un peu, pardonnez-moi, chiants. Mais c'est ça. On le laisse faire l'IA. Et le gain caché de l'IA, c'est la satisfaction au travail. On a tellement de mal aujourd'hui, notamment à recruter, autant booster, on va dire, ses équipes. On voit qu'un employé peut devenir vraiment prodigieux avec des outils surpuissants quand il sait les utiliser. Mais surtout, si on se sépare d'une bonne partie des tâches redondantes, chiantes, comme tu dis, et vraiment, la satisfaction au travail a tendance à augmenter. Donc, du coup, ça veut dire qu'on améliore la productivité et le sentiment, entre guillemets, de bien-être au travail, de se dire, je fais que des trucs qui ont du sens. Tout le reste, je l'ai balayé. On le disait, l'IA, comme beaucoup de choses nouvelles, font un peu peur, ça fait un peu peur parfois. Parmi ces peurs, c'est où va-t-on? Le manque de contrôle, tu le disais, la fulgurance avec laquelle ça nous a télescopé nos vies. L'IA dans 10 ans, selon toi, qui est sachant sur ce domaine-là, éclaire-nous, est-ce que ça fait un peu flipper quand même ou ça va, c'est maîtrisé? Alors, moi, je suis plutôt du côté optimiste. J'avais besoin dans mon métier, mais évidemment qu'on a le droit d'avoir des doutes, c'est complètement légitime. Je pense que c'est très dur de se projeter à 10 ans, et puis n'étant pas chercheur, je ne pense pas être le plus légitime pour ça, mais je pense pouvoir offrir. Mon idée, c'est que l'IA, ça ne va pas être perçu comme quelque chose d'à part, c'est vraiment quelque chose qui va être omniprésent et qui va être intégré de manière assez fluide. Ça fait partie du game. Tout le monde va l'utiliser sans même savoir qu'ils vont l'utiliser. C'est comme Internet, c'est un sous-jacent à toutes nos autres technologies. Et je pense qu'il est passionnant, je pense qu'on est vraiment dans un temps où c'est très excitant d'être en vie, parce qu'on est dans une explosion cambrienne de la technologie avec tellement de choses qui vont émerger grâce à l'IA, qui vont faire avancer la simulation de nouveaux matériaux, qui vont faire avancer la science, la médecine sur mesure. Et je pense que ça va être absolument incroyable de voir tout ce qui sera rendu possible grâce à quelques avancées, par exemple en mathématiques grâce à l'IA. C'est clair. Bon, on l'a dit, gain de productivité, mais qu'est-ce que tu dirais si tu avais des patrons un peu anxieux là-dessus, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour aller sauter dans le grand bain? Ça y est, on y est quoi.
De toute manière, il y a un côté un petit peu, il faut y aller, dans le sens, la technologie va continuer de progresser, même si aujourd'hui elle n'est pas parfaite. Regardez l'évolution sur 2 ans, projetez-vous sur 5 ans. Il y a de plus en plus de capitaux qui sont mis dedans. On vient d'avoir Apple qui investit 500 milliards, Meta 200 milliards, la France 110 milliards, les États-Unis 500. Donc ça va continuer à progresser, ça c'est la base. Et ensuite, lancez-vous. Je pense que ça part des équipes. Il y a trop d'entreprises. Il y avait un gars qui disait innover ou disparaître. Innover ou disparaître. Et il y a trop d'entreprises qui aujourd'hui sont dans des comités de réflexion, dans vraiment de la réflexion, et du coup en 2 ans qui n'ont rien fait. Je pense que ça part de l'opérationnel. C'est les employés qui savent où est-ce qu'ils ont des problèmes, où est-ce qu'ils ont des difficultés, où est-ce que c'est redondant. Il faut partir d'eux, il faut leur donner les outils, il faut leur donner les armes. Grâce à l'OSHA, on a moins ce problème de RGPD. Absolument. Donc maintenant, on a moins d'excuses pour ne pas y aller. L'OSHA a été salué par les grands organismes comme l'ADEME et tout ça en disant, en fait, le patron de l'ADEME, il n'y a pas très longtemps, Sylvain Wasserman, qu'on embrasse ici, disait, le problème des grosses IA, c'est qu'elles n'ouvrent pas le capot. Et donc, on ne sait pas. Mistral, c'est open source. Exactement. Et on sait. On sait que ça consomme moins. On sait que c'est fait avec résonance, résilience pour les générations futures. Donc, c'est ce modèle-là qu'il faut adopter, en fait. Et on peut modifier, etc. Et donc, il faut vraiment y aller. Il faut commencer par le terrain. Et ensuite, on sera mature pour aller sur des questions plus complexes de qu'est-ce que je fais avec ma donnée, quels outils je peux créer, qu'est-ce que je peux fine-tuner. Mais au moins, la base de la base qui est mes employés savent se servir d'une interface de type chat et en extraire des bons résultats, c'est le niveau 2 sur 6, mais il faut le faire. Si tu pouvais nous partager la belle histoire, hein, le truc que tu as vécu, que tu as dispensé, qui a marché, un joli truc à nous partager. Je pense que celui qui va parler au niveau ROI, parce que je peux parler de plein de c'est le différentes adoptions où derrière j'ai reçu des messages de ça m'a vraiment changé dans mon métier et ça c'est ce qui fait plaisir et ce qui donne envie de continuer. Mais niveau ROI, quelque chose de plus tangible, on a fait une automatisation pour un grand groupe autour de la traduction de certains de leurs messages et certains de leurs assets sur l'équipe CRM, où au début ils envoyaient des gros fichiers Excel à traduire à des agences qui prenaient plusieurs semaines à revenir pour 12 000 €. Et aujourd'hui ils le mettent dans un fichier avec les fameux DeepL, les choses comme ça. Avec de la traduction automatisée et c'est dans leur interface à eux. Ils reçoivent le mail avec le fichier traduit 5 minutes plus tard et à coût gratuit. Et alors, c'est-à-dire que tu as une traduction qui est de quel niveau? De très grande qualité. Avec vraiment, on a ce fichier, surtout c'est ça qui est joli, avec les 18 colonnes créées, avec tous les langages qui ont été rajoutés. Et quand on voit ça, eux ils deviennent fous. Donc là, ils vont essayer de traduire leurs assets. Ils ont des milliers d'assets à traduire. On embrasse nos amis traducteurs. En fait, il reste important dans parfois une qualité de plume extraordinaire. Et effectivement, que celle-ci, on ne remplacera pas. C'est encore une fois de l'intellectualisme des choses. Mais c'est vrai que ça donne un fier service. Si tu le veux bien, Tanguy, je vais te soumettre aux questions cash. Donc, comme leur nom l'indique, en fait, il faut aller assez vite et me répondre le plus franchement possible. Tu n'es pas obligé d'être sincère. Si tu pouvais échanger ta place avec un autre entrepreneur célèbre pour une journée, tu choisirais qui? Eh bien, justement, j'aimerais bien échanger avec quelqu'un qui est au front au niveau de ce qui se passe en LLM. Donc, évidemment, Sam Altman, par exemple, pour avoir vraiment une vue très précise dans où ça va. Si tu devais avoir, en tant qu'entrepreneur, un super pouvoir? Un super pouvoir, aider à dissiper les doutes plus rapidement chez les décideurs. C'est assez cool. D'accord, moi j'aurais dit invisible, voler, tout ça. Si tu devais embaucher une célébrité ou un personnage fictif, genre, je vais te dire, l'homme invisible, pour écouter ce qu'on dit de ta boîte de l'autre côté, tu choisirais qui? Je pense Jordan Belfort, niveau vente. Ah, d'accord, ok. Et enfin, tu as le budget illimité. Tu peux choisir une égérie. En fait, cette égérie, elle va te servir à promouvoir ta boîte et faire la pub de ta boîte pendant une semaine, genre Marion Cotillard, Beyoncé ou pourquoi pas Bernard Ménez, soyons fous. Tu choisirais qui? Xavier Niel, je pense. Ah ouais, c'est accessible. Je pense que c'est plutôt accessible et surtout que c'est une bonne personne de confiance pour beaucoup d'entrepreneurs. Merci de nous avoir éveillés sur le sujet de l'IA. Vous qui nous regardez, vous voyez, c'est un sujet passionnant, on en parlera pendant des heures. On va vous mettre autour de cette vidéo toutes les informations pour aller voir ce que fait Tanguy, le contacter. N'hésitez pas, on vous l'a dit, ça y est, il faut sauter dans le grand bain, il faut y aller, on est prêt, vous êtes prêts? Je suis prêt, merci Olivier. À bientôt pour une nouvelle émission d'Ils font l'actu, on se retrouve très vite. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.